Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon au lendemain du deuxième tour des élections législatives. Notre invitée est Anne Brunira. Bonjour. Bonjour. Vous avez été réélue hier députée de la 4e circonscription du Rhône pour la majorité présidentielle. Alors ce n'était pas une grande surprise vous concernant, par contre la grande surprise c'est la déroute pour la majorité présidentielle. Quel sentiment domine chez vous aujourd'hui ? Moi, je suis très heureuse de ma réélection avec un score que je n'avais pas envisagé, qui est nettement meilleur que ce que j'avais prévu. Une mobilisation au deuxième tour très importante, avec un taux de participation de 56%, et du coup, plus de 24 800 électeurs qui ont choisi ma candidature. C'est un chiffre que je n'avais jamais connu, qui est supérieur au résultat de la présidentielle. Donc je suis très satisfaite. Je pense que c'est à la fois le choix d'un projet, qui est celui de la majorité présidentielle, et aussi le résultat de mon implantation sur la 4e circonscription depuis de nombreuses années. Une Donc, circonscription historiquement ancrée à droite. Finalement, vous aviez gagné un peu le match au premier tour face à Pascal Blache, et à partir de là, personne ne s'attendait à ce que vous perdiez au deuxième tour. Alors je fais plus de voix que le simple report des voix de Pascal Blache. On voit que la mobilisation s'est portée sur ma candidature et que mon opposant de la NUPES fait un score, somme toute, pas très élevé, le même que Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il ne réunit pas les voix des 4 partis qui constituent la NUPES. Donc je pense que le paysage est assez clair sur la 4e circonscription du Rhône. Alors, si on élargit un petit peu déjà au niveau du Rhône, la majorité avait 12 députés sur 14 il y a 5 ans. Vous n'en avez plus que 7. Vous en avez perdu 5 hier, 4 au profit de la NUPES, 1 au profit de LR. Oui, alors, en ce qui concerne les LR, ils conservent la 8e et la 9e circonscription, qui sont les circonscriptions historiques des LR, et il n'y a pas de surprise. Quant à Alexandre Vincendey, je ne sais pas si on peut encore le qualifier de LR, mais en ce qui concerne par exemple Lyon, les deux députés sortants Votre candidate était battue au premier tour. Après, oui, mais je vous rappelle qu'en 2017, ça s'est joué à quelques voix, et voilà, là, ça s'est joué différemment pour Anissa Keder, que je salue. Sur Lyon, on avait 4 candidats, les 2 députés sortants sont réélus. Les 2 autres candidats qui sont la relève un peu du mouvement ont fait des très bonnes campagnes et des scores très intéressants. Sarah Payon, par exemple, fait le même score que Jean-Louis Touraine, mais ça n'a pas suffi dans cette 3e circonscription. Et Loïc Terren était quand même très près d'Hubert Julien Laferrière, qui était déjà en place, qui est un député sortant. Donc c'est un peu le statu quo en ce qui concerne cette circonscription. Donc vous êtes satisfaite des résultats malgré... Moi, je trouve qu'on a fait une très belle campagne. Et sur Lyon, on est en tête de plus de 4000 voix d'avance sur la NUPES. Donc je suis très satisfaite. La relève est là. J'aurais bien sûr préféré qu'on ait plus d'élus sur Lyon. Mais Loïc et Sarah ont fait des très belles campagnes. Et puis je suis très satisfaite que Thomas Rudigoz ait été réélu avec moi. Alors, avant de parler de la situation nationale, un mot sur le Rassemblement national, qui fait une entrée historique au Parlement avec 89 députés. Oui, c'est vraiment la surprise d'hier soir, effectivement. Ce qu'on a constaté, c'est que cette fois, le Front républicain n'a pas marché. Est-ce que vous n'avez pas une grande responsabilité avec votre discours de l'entre-deux tours, qui n'a pas appelé clairement à battre les candidats du Rassemblement national en votant pour ceux de la NUPES quand ils étaient en duel ? Finalement, est-ce que vous n'avez pas tué le Front républicain ? Moi, je pense qu'on a eu un discours très clair, en fait, sur le choix au deuxième tour. Le problème, c'est que la NUPES était... Bah oui, le cas par cas, parce que la NUPES est un agglomérat de candidats venant de différents partis. Non, on n'a dit pas une seule voix au RN, mais par contre, parfois, on n'a pas voté. J'imagine que certains n'ont pas voté pour la NUPES, car les candidats présentés par la NUPES avaient eu des propos ou avaient eu des actions qui n'étaient pas républicaines. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est à la NUPES d'être claire sur le respect des principes de la République. Et moi qui ai été députée pendant 5 ans, et notamment co-rapporteur de la loi qui porte le même nom sur les respects de la République, je sais que certains d'entre eux ne le sont pas. Et il était tout à fait normal que nous ayons une règle au cas par cas. Hier, Bruno Bernard, président de Métropole, disait qu'Emmanuel Macron avait ajouté la débâcle au déshonneur en raison de cette absence de Front républicain clair. Oui, alors ça, c'est des grands mots, parce que je ne crois pas avoir entendu la NUPES dire qu'il fallait voter ensemble contre le Front National, jamais. Donc c'est quand même étonnant de dire cela de la part de Bruno Bernard. Ce sont des grands mots. Moi, je pense que ce qui compte, c'est l'action sur le terrain au jour le jour. Nous voyons que quand nous sommes implantés sur nos territoires, le travail paye.
Et quant à la montée du Front National, je pense que la responsabilité est collective et que si les politiques travaillaient plus, étaient plus à l'écoute de nos concitoyens plutôt que de faire des petites phrases ou des petites polémiques, je pense que le vote pour les extrêmes serait moins important. Vous avez eu une stratégie assez offensive vis-à-vis de la NUPES entre les deux tours. Est-ce que ce n'est pas ça qui au final, a abouti à 89 députés RN? On voit que beaucoup d'endroits où le RN était opposé à des candidats de la majorité présidentielle, la gauche, cette fois, ne s'est pas déplacée. Alors qu'elle l'a fait quand c'était des candidats LR. Oui, mais la NUPES n'a pas appelé à voter pour Ensemble face au Front National. Je crois que c'est très clair. Donc, effectivement, nous avons eu des combats très difficiles dans les bastions du Rassemblement national, dans le nord de la France, dans le sud de la France, où ils ont fait de très bons scores. Et même eux étaient surpris, effectivement, du nombre de députés. Leurs électeurs ne se sont pas démobilisés, contrairement à ce qu'on avait l'air de penser. Parce qu'effectivement, sur le terrain, on n'a pas vu le Rassemblement national pendant cette campagne des législatives. Mais les électeurs se sont quand même déplacés pour voter pour eux. Alors, revenons sur l'Assemblée nationale. Vous allez retrouver une Assemblée dans une configuration totalement inédite. Oui. Comment vous allez pouvoir la gérer, sachant que vous avez une majorité très relative et que, en plus, tous les responsables de votre majorité ont été battus hier. C'est le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le patron du groupe Modem, Patrick Mignola, le patron des députés de la majorité, Christophe Castaner. Dans une situation inédite, qui va diriger la majorité à l'Assemblée? Alors tout d'abord, tout le monde n'a pas été battu. Nous avons aussi des très belles victoires. Je pense à Olivier Dussopt parce que c'est pas loin, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, en Ardèche, et d'autres ont été réélus. Mais effectivement, hélas, Richard Ferrand et Christophe Castaner ne l'ont pas été. Patrick Mignola, effectivement, j'ai appris ça ce matin. Ce qui est sûr, c'est que notre majorité reste la majorité, largement. Mais elle n'est pas absolue, elle est relative et ce sera là effectivement tout l'enjeu de notre travail maintenant, de trouver comment avancer sur les priorités des Français dans cette configuration-là. Donc c'est effectivement pour nous une grande responsabilité, mais pas que pour nous, pour tous les députés de l'Assemblée nationale qui doivent travailler tous ensemble pour faire avancer l'Assemblée, sinon elle sera bloquée. Et c'est donc l'enjeu des jours à venir. Je pense qu'on le verra dès le mois de juillet sur la loi, par exemple, sur le pouvoir d'achat, dont on sait que c'est la priorité des Français. Est-ce que nous arriverons à trouver une majorité pour voter cette loi? Et est-ce que les députés qui ne sont pas de notre majorité accepteront de venir travailler avec nous? Nous ferons tout pour. Vous le savez, depuis 2017, nous portons le dépassement des clivages politiques, travailler tous ensemble pour faire avancer la France. C'est notre objectif. Est-ce qu'Elisabeth Borne peut rester Premier ministre? Écoutez, je n'en sais rien. C'est une question pour moi prématurée. On verra dans les jours à venir, je pense, les uns et les autres s'exprimer sur le sujet. Vous avez parlé d'Olivier Dussopt. Dans la région, il y a aussi Damien Abad, dans la majorité, qui a été réélu. Il a été réélu, oui. Sandrine Rousseau, qui a été élue à Paris, a promis du chahut chaque fois qu'il s'exprimerait. Oui, ça m'étonne guère de Sandrine Rousseau. Est-ce que vous arriverez à être solidaire de Damien Abad? Alors, moi, je suis surtout très attentive à ce que l'ambiance dans l'hémicycle soit une ambiance de travail et non pas une ambiance de chahut. Donc, hélas, sur le quinquennat précédent, on a vu un certain nombre de députés qui n'étaient pas dans une envie de travail et de construction. Donc là, on voit que Sandrine Rousseau annonce tout de suite la couleur. C'est bien dommage. Je pense que si les Français ont voté pour elle, c'est pour qu'elle aille travailler à l'Assemblée et non pas pour qu'elle hurle dès qu'un député ou un ministre prend la parole. Est-ce que la situation vous paraît tenable ou est-ce qu'on s'avance déjà vers une dissolution? Non, moi, je reste optimiste. Les Français ont voté, ils ont décidé de cette composition de l'Assemblée nationale. Nous avons une majorité qui est relative, mais qui existe néanmoins. Nous allons proposer une nouvelle méthode de travail pour assembler le plus possible les députés et trouver une majorité absolue lorsqu'il faudra voter les textes. Et j'espère que chacun prendra ses responsabilités. Et si on reste à une situation de blocage, est-ce qu'il faudra dissoudre? On verra, mais moi je ne fais pas de politique fiction, donc nous allons faire le maximum, travailler, et après nous tirerons les conséquences si ça ne fonctionne pas, mais déjà nous installer cette semaine et puis commencer à travailler. On a vu que du côté de LR, là, il y avait déjà une réponse qui était de Christian Jacob, qui était de dire que leur groupe resterait dans l'opposition. Oui, mais là, on est sur du positionnement politique. Au lendemain d'un deuxième tour, je pense qu'il faut véritablement, et moi j'y crois, se mettre au travail. C'est par le travail concret sur nos textes, sur nos amendements, qu'on verra si on arrive à travailler tous ensemble ou si certains veulent rester dans une opposition stérile. Vous pensez pouvoir avoir le soutien de la NUPES sur certains textes? Mais on a quand même des enjeux qui sont partagés. Je pense à l'écologie.
nous partageons l'enjeu de l'écologie. Nous n'avions pas la même méthode, nous n'avions peut-être pas les mêmes objectifs, mais nous avons cette volonté d'avancer et de toute façon, les Français nous le demandent. Donc je pense par exemple sur un texte sur l'écologie, des députés de la NUPES, des députés écologistes pourraient voter avec nous, faire des amendements pour aller plus loin, c'est tout à fait leur rôle. Mais bien sûr, je pense que nous pouvons nous retrouver sur certains sujets. Donc il faudra amender le projet présidentiel. De toute façon, toute loi est amendée et amendable. Et ça a déjà été le cas les 5 années passées. Hein. Donc ça, c'est comme ça que travaille le Parlement. Anne Bruniera, je vous remercie. Et puis moi, Merci. je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.